Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, Oscar Valdez échoue à un test antidopage et puis rien. Evander Holyfield humilié, une rencontre au sommet entre Anthony Joshua et Alexander Usyk. Et c'est avec bonheur que je retrouve Monsieur Adrien Meur. Salut Francis, ça va bien? Très bien, merci Adrien. Si tu le permets, avant d'entrer dans le vif du sujet, pardon, j'aimerais revenir sur notre épisode de la semaine dernière. Euh, Dans des circonstances un peu troubles, hein, on évoquait le décès de la boxeuse Jeannette Zacharias Zapata. J'invite les amateurs de boxe et surtout peut-être des gens dans votre entourage qui étaient un peu sceptiques selon l'organisation de la boxe, parce que ce ne sera pas nécessairement des grandes nouveautés pour ceux qui suivent le sport de manière très assidue. Mais le journaliste Marc Thibodeau, pardon, du quotidien La Presse Plus, qui s'est rendu au Mexique et c'est du vrai reportage pur et simple. Il s'est rendu sur les traces de Jeannette Zacharias Zapata, a rencontré des membres de sa famille, assisté aux funérailles et surtout une entrevue vraiment intéressante avec Patty Ramirez, une boxeuse qu'on a vue 2 fois plutôt qu'une ici au Québec contre Marie-Ève Dicker, qui explique là, un peu les motivations derrière. On apprend que Madame Ramirez est un peu a une autre vie professionnelle assez florissante. Donc, la boxe, c'est vraiment c'est une passion, puis c'est du dépassement physique. Elle ne le fait pas nécessairement pour sa survie, mais elle explique un peu les conditions dans lesquelles les athlètes originaires du Mexique évoluent. Et c'est vraiment passionnant. Comme je vous dis, l'amateur de boxe vraiment féru qui nous suit semaine après semaine ne sera pas nécessairement dépaysé, il va s'y retrouver. Mais des fois, peut-être juste offrir une perspective là, c'est sans jugement, c'est vraiment du reportage pur et simple. Donc, je vous invite à lire j'en ai lu 3 jusqu'à maintenant. Là, il y a eu un peu d'actualité aussi très générale. Je ne sais pas, hier, il y avait une élection, donc j'ai pris un peu de retard dans mes lectures, mais je vous invite à lire ce qui a été écrit à ce sujet. Adrien, ce que j'aime de la boxe, c'est que grâce à ton contact, principalement, j'en apprends tous les jours hein, sur les stratégies, la façon d'aborder le sport, mais aussi sur la façon plus générale. Et je croyais qu'un boxeur qui échouait à un test antidopage en amont d'un combat, ben, le combat est annulé, puis ben, tu t'es fait prendre la main dans le sac et c'est comme ça que ça arrive. Et maintenant, j'ai compris qu'il y a comme deux styles euh, d'échecs par rapport à l'antidopage. Il y en a en Mhm. amont, par exemple, les cas les plus, je pourrais dire, simples et évidents, par exemple, l'utilisation de stéroïdes anabolisants, ben, on annule le combat et tout. Mais là, il y a des substances que c'est un certain moment avant, pendant le combat qui sont interdites. Et ce qui est arrivé avec Oscar Valdez, qui a été pincé pour phentermine. Et Mhm. j'ai fait des recherches excessivement approfondies sur le sujet pour réaliser que c'est un médicament qui a pour objectif de réduire l'appétit. Donc, on imagine aider l'athlète dans la perte de poids pour respecter la Exact. limite. Eh bien, même si le combat était présenté dans une juridiction là, qui n'est pas aussi évidente qu'une province ou un État, là, c'est une réserve autochtone, mais reste que cette réserve-là fait partie de l'ABC, là, qui est un peu l'autorité là, qui fait qui décide des règles sur les différentes commissions athlétiques. Et le combat a eu lieu Mhm. comme un peu si de rien n'était, mais d'un autre côté, la plupart des médias là, qui font des classements livre pour livre et tout ont décidé de suspendre Valdez des classements, mais c'est quand même assez particulier. Dans tout le contexte, on sent, là, ça fait pas, je trouve, très, très crédible là, d'accepter là, qu'un combat ait lieu après qu'un athlète échoue à un test antidopage. Exact, on a juste balayé sous le tapis ce test positif comme s'il n'existait pas et on continue comme si de rien n'était. Et en plus, ce qui m'a fait le plus tiquer, c'est après le combat, Valdez qui, quand on parlait du résultat qui a été controversé, on en reparlera plus tard, mais qui disait: «Ah, j'en ai assez eu cette semaine, j'ai vécu assez de problèmes cette semaine». Ouais, mais c'est de ta faute. C'est toi qui as été pris pour dopage, c'est pas l'inverse. Il se fait passer pour une victime après coup. Mais c'est ce qui me dérange beaucoup, dans le monde de la boxe, et ce combat-là en a été, l'illustration parfaite. C'est qu'on voit très bien que les boxeurs ne partent pas sur un pied d'égalité, et d'avoir 2 athlètes qui compétitionnent, en partant à égalité au départ, et ben, c'est ça l'essence du sport. Et là, c'est l'inverse, il y a un athlète qui est favorisé, heu, parce qu'il a été pris pour dopage et qu'il n'a pas été sanctionné. Il a été favorisé aussi par, d'autres choses, on y reviendra. Mais le fait qu'il soit capable de combattre alors qu'il y a eu ce test positif, bah, ça veut dire que ça dépend de qui tu es, ça dépend de qui est ton promoteur, avec qui tu t'entraînes, qui sont tes partenaires d'entraînement, qui sont tes entraîneurs, qui est ton entourage, qui sont tes soutiens.
et c'est ça qui va déterminer ou pas si le test positif va être, pris en compte ou non. C'est assez dérangeant de ce côté-là et déjà kudos à Robson Conceição qui a quand même accepté de combattre malgré tout, même s'il savait que son adversaire avait un avantage, illégal. Il a quand même accepté le combat. Donc ça, c'est tout à son honneur, mais c'est pas à l'honneur de toute l'organisation du monde de la boxe et c'est ce qui rend de plus en plus, pour les gens trouvent ça de plus en plus difficile de faire confiance au monde de la boxe parce qu'à moins d'être, vraiment dedans et de suivre ça au jour le jour, tu vas t'en faire passer des petites vites, comme ça, heu, que ce soit, heu, que ce soit au niveau des ceintures, au niveau des combats qui sont pas annulés comme celui-là, où il y a plein de petits trucs qui découragent un peu l'amateur si tu veux et ben, ça c'est au détriment de la boxe, du sport lui-même au complet. Heu Valdez est très, très chanceux que ce combat-là ait eu lieu. Je comprends pas pourquoi il a eu lieu parce qu'un diurétique comme ça t'aide à faire le poids. Ça veut dire qu'il se bat pas dans sa catégorie naturelle, qu'il devrait normalement se battre peut-être la catégorie supérieure s'il avait pas eu cette aide extérieure. Donc j'aimais bien Valdez pourtant, mais là il tombe, dans mon estime. Tu as évoqué un peu plus tôt, le point de vue strictement sportif, ça a été, comme on voit, c'est une victoire de Valdez par décision unanime des juges, mais ça a été excessivement serré, là. On le voit avec les Ouais, 2 cartes de 115-112, celle de 117, 110, peut-être un peu moins, compréhensible, là. ouais. D'ailleurs le juge s'est excusé. Ouais, c'est Après puis, quelques jours après absolument. et il a expliqué quelque chose que bon, qui est pas c'est pas vrai des très bonnes excuses, mais il disait quelque chose que je trouve intéressant. Il a amené plusieurs points qui ont fait en sorte qu'il ait rendu une mauvaise carte. Déjà, c'est tout à son honneur parce qu'il y en a très peu qui font ça, des juges qui, viennent, dans les médias pour dire: «Je m'excuse, j'ai fait une erreur, j'ai mal jugé». La plupart, ils vont juste, ne rien dire et se tenir à l'écart. Lui, il a pris les devants. Ses excuses sont pas trop terribles, mais en gros, il dit qu'il y a 2 rounds qu'il savait pas à qui donner et qu'au lieu de donner un 10-10, il l'a donné au champion, à Valdez et il a surtout dit, moi, ce qui m'intéressait dans son discours, c'est qu'il disait: «Le fait qu'il y ait tout ce public, qui était en faveur de Valdez, ça l'a influencé parce que parfois, il ne voyait pas l'angle, il était dans un mauvais angle pour voir les coups. Si c'était Conceição, il y avait pas une mou on entendait les mouches voler et si c'était Valdez et ben, on entendait le public crier donc même si Conceição a touché et que Valdez, son coup avait été bloqué, le juge avait l'impression que c'était Valdez qui avait touché donc je trouve ça intéressant comme point de vue parce que ça montre que c'est pas non plus évident quand tu es au bord du ring. Tu as toutes sortes d'inconvénients que tu vois pas quand tu es à la télé. Il disait aussi qu'il avait les photographes et les caméramans qui étaient de son côté et qui bougeaient énormément et que ça le perturbait. Ça excuse pas la carte de 117, 110 pour Valdez. Moi, j'avais Conceição gagnant dans ce combat-là. C'était un combat serré, mais je pense que Conceição avait pris assez d'avance en début de combat pour l'emporter. Il avait très bien utilisé son jab et ses déplacements surtout. C'est un boxeur qui est mobile, qui a une bonne technique. On le rappelle, c'est un champion olympique quand même, à Rio et donc techniquement, c'était impeccable ce qu'il a fait. Par contre, il a baissé le pied un peu physiquement en deuxième partie de combat et ça a fait qu'il a donné beaucoup plus, l'initiative à Valdez. Il a laissé Valdez prendre l'initiative et le Mexicain a réussi à réduire un peu l'écart, grâce à ça. Mais je pense que Conceição en avait fait assez en début de combat pour pouvoir l'emporter. Et quand je disais qu'il n'était pas sur un pied d'égalité avec Valdez, donc il y a le au niveau des instances antidopage, au niveau des juges, je pense que ça a été un petit peu, trop en faveur de Valdez et au niveau de l'arbitrage aussi. Tu as vu cette déduction de points, Conceição a perdu un point en fin de combat pour soi-disant un coup derrière la tête, mais alors il lui a donné une caresse en arrière de la tête. C'était pas un coup et il y a pas eu Avertissement. d'avertissement préalable. C'est sorti de nulle part. Ils étaient accrochés, je pensais que l'arbitre allait juste les séparer et finalement non, il enlève un point à Conceição. J'ai dû attendre la reprise pour voir la «faute» entre guillemets, et c'était pas il y avait rien du tout là, c'était soft comme retrait de points.
Jamais il aurait dû perdre un point là-dessus. Le round suivant, Valdez a fait pire et il a même pas eu d'avertissement. C'est juste passé comme une lettre à la poste, donc j'ai je me sens mal pour Conceição parce qu'il a fait un très bon combat et il se fait un peu spoiler de tous les côtés. On voit heu, qu'il était parti perdant pour ce combat-là, qu'on ne voulait pas qu'il gagne le combat, que, pour tout le côté politique, le côté business, il fallait que ça soit Valdez qui remporte ce combat-là et j'ai l'impression que la seule manière, pour Conceição de gagner, bah, c'était de passer le KO à Valdez, que si ça Non, allait, c'est dans les évident mains des juges, quand on a l'impression que l'intégrité du sport est pas respectée, qu'on escamote les règles, ça laisse évidemment un goût, amer, dans la bouche. ouais, et que maintenant on parle même plus de son contrôle antidopage, c'est comme si c'était oublié, ça me dépasse un petit peu. J'ai l'impression que les règles sont pas les mêmes pour tout le monde et ça, c'est insupportable dans le sport parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'essence du sport, c'est la compétition sur un pied d'égalité et on sent que c'est pas le cas ici. Dans cette carte qui était présentée, sur les ondes d'ESPN+, aux États-Unis, il y avait également un combat de sous-carte qui, suscitait, l'intérêt. Je parle évidemment de Gabriel Flores fils, hein, c'est l'enfant chéri de Stockton en Californie, a attiré énormément là, de spectateurs. On se souvient, Arthur Beterbiev avait déjà disputé un combat de championnat du monde là-bas, puis c'est présenté à Stockton, mais c'est Flores qui fait en sorte que bon nombre d'amateurs, là, c'était Mmh. évidemment pré-pandémie, qui s'étaient déplacés dans l'amphithéâtre et subit sa première défaite en carrière, et c'est pas une petite défaite. Hein. Deux Ouais. des juges ont donné les 10 rounds à son adversaire, Luis Alberto Lopez. Est-ce que c'est un combat que tu qualifiais de dangereux quand tu l'avais vu annoncer? Est-ce que tu pensais qu'il y avait un énorme risque pour Flores? Ou tu disais, ben, ça s'inscrit dans la logique pour la progression de ce boxeur-là, dont on parlait beaucoup, puis on voyait un certain potentiel. Oui, ben, je pensais que c'était un combat pour sa progression. J'avais pas anticipé la raclée qu'il a mangée parce que c'est pas juste une défaite, là, c'est une dure défaite. Et il a pris beaucoup de coups et d'ailleurs, ça aurait pu être arrêté avant ce combat-là. Ça aurait pu être arrêté avant d'aller à la décision des juges parce qu'il avait plus aucune chance de gagner. Ni c'est pas un artiste du chaos, donc il y avait peu de chances qu'il le mette KO. Puis il était tellement en retard sur les cartes des juges, ça aurait pu être arrêté 2-3 rounds d'avant et ça l'aurait empêché d'encaisser encore plus de dommages. Mais je voyais pas ce combat-là comme un danger. Lopez, est sorti un petit peu de nulle part et a été agressif dès le début. Il a réussi à le surprendre dès le début, un jab au corps et un direct par-dessus et en direct, ça a complètement déstabilisé, hem, voyons, Flores. Flores. Ça me rappelle un petit peu le combat entre Lara et Warrington, le premier, où, Lara sortait un petit peu de nulle part et avait surpris Warrington. Ça me rappelle un petit peu ça et on dirait que Flores, ça l'a tellement déstabilisé, il est jamais revenu dans son combat. Après, Flores est un bon boxeur, un bon technicien, qui se déplace bien, qui a quand même une bonne technique, mais c'était pas non plus, le plus grand prospect. Ce qui faisait qu'il avait autant de qu'il était autant médiatisé, c'est le fait qu'il y a tous, ses followers derrière lui. Il y a tout ce monde, qui vient le voir à l'Arena et ça a fait en sorte qu'il est devenu une plus grosse, vedette que ce que ses capacités, de boxeur auraient voulu. Après ça c'est un bon boxeur, on ne s'attendait pas à ça, mais on l'a traité un petit peu comme un Virgil Ortiz, comme un Shakur Stevenson et là il a heurté un mur, mais c'était toute une surprise parce que même au début, je pensais qu'il allait OK, il commence lentement son combat, il va se reprendre et finalement, non, ça a été la même pendant tout le combat. Il a eu du mal à s'ajuster à ce style de Lopez qui était plus petit, qui passait souvent en dessous de ses coups, qui utilisait bien sa plus petite taille pour, sa défense et Flores n'a jamais réussi à s'adapter. En tout cas, c'est une sacrée surprise et en voyant cette performance de Lopez, je trouve qu'il serait un adversaire intéressant pour Navarrete. Je ne sais pas pourquoi, je sens que ces 2 styles-là se matcheraient bien ensemble, ça ferait un très bon combat. Beaucoup d'actions aussi de l'autre côté de l'océan Atlantique, notamment en Angleterre, Sam Eggington qui Mmh. affrontait Bilal Jictou. Ouais. Une victoire par décision partagée d'Eggington qui a été coupé à l'œil droit. Ça a été toute Mmh. une guerre. Hein?
Ça a été un excellent combat. Comme j'allais dire, comme toujours avec Eggington, je m'en souviens de ses combats précédents. Il y en avait un pour un titre, international, pas un titre mondial, qui avait été contre, un autre Britannique dont le nom m'échappe, qui avait été là encore un excellent combat et Shkitu, il sortait un petit peu de nulle part parce que c'est un Français qui est basé à Paris, heu et qui avait jamais rencontré de Cador, même, au niveau européen et qui a offert une super bonne performance dans ce combat-là. Ça a été un combat, toujours au corps à corps, à courte distance. Il n'y a pas eu de bris dans l'action, si tu veux. Il n'y avait pas de moment où les boxeurs essayaient de reprendre leur souffle. C'était un combat avec de l'action sans arrêt. Pour ceux qui l'ont pas vu, il est disponible très facilement sur YouTube. Je vous le conseille parce que c'est vraiment un combat où on s'ennuie pas et je pense qu'Eggington en a fait plus. Au début du combat, Shkitu a très bien commencé, mais il lance tous ses coups en puissance et il n'est pas habitué à faire de longs combats. Donc on a vu qu'au fil du combat, il commençait à s'étioler un petit peu, son physique commençait à baisser, son cardio était moins efficace. Donc à ce moment-là, Eggington, lui, il est capable, hein, on l'a vu plusieurs fois, il est capable de tenir ce rythme-là pendant 12 rounds. Et là, c'est ce qu'il a fait et il a pris le dessus au fur et à mesure que le combat avançait. Donc, c'était quand même une victoire assez large au niveau des pointages, des cartes des juges, mais le combat était compétitif à chaque round et était surtout très intéressant. Donc, j'ai passé un bon moment devant ma télé et je vous conseille d'aller regarder ce combat-là. Eggington, si vous voyez son nom sur une carte de boxe, vous savez que c'est un des combats, à voir. De la France, Tony Yoka, La Conquête. J'avais pas réalisé, Adrien, à quel Ouais, point l'association entre Yoka et Canal+ est vraiment c'est très important, hein. C'est un contrat de 4 ouais. ans. On n'a pas vraiment les données là, officielles. Ça semble un peu caché. Les sources diffèrent. Là, mais on disait que c'était à 250 000 € environ par combat. Il y avait même eu un boni d'1 million à la signature. Et c'est pas juste un Ouais. contrat de diffusion où Canal+ présente les combats. Canal+, c'est un gros groupe audiovisuel et on met toute la machine Mmh derrière mh. Yoka parce qu'on j'ai l'impression on le clan français pense qu'il a tous les atouts pour devenir un jour champion du monde et on le montre Mmh. tranquillement. On s'arrange pour lui. Déjà un athlète qui est très connu en France, mais on veut vraiment que ce soit dans toutes les couches de la société qu'on puisse le connaître. Et il affrontait un boxeur croate du nom de Peter Milas. Une victoire par arrêt de l'arbitre au 7e round. Et on a vu, j'ai l'impression, Yoka, de plus en plus en contrôle de ses coups, démontre de plus en plus de Ouais. puissance. Sans dire que j'embarque totalement dans le train, là, mais j'ai un intérêt. Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire, c'est il s'est bien développé en tant que professionnel et là, on sent que toutes les petites pièces sont en train de se mettre en place. Il s'assoit beaucoup plus sur ses coups maintenant, donc il frappe avec plus de puissance que lors de ses tout premiers combats professionnels. Il a aussi développé un meilleur côté tactique. Si tu veux, là, dans ce combat-là, il faisait face Milas, c'est un boxeur un peu plus petit, avec un peu moins de portée, mais qui se déplace très bien et qui est agile, qui change de garde, gaucher, droitier et donc qui est compliqué à attraper si tu veux et Yoka a eu une très bonne stratégie, c'est qu'il est descendu rapidement au corps, pour ralentir Milas, pour lui faire baisser les mains aussi et c'est au 7e round, quand il commençait à être fatigué, qu'il a encaissé un crochet, au niveau de la tempe. Il a déstabilisé, il y a une droite qu'il a envoyée au tapis. Il a réussi à se relever, mais c'est ensuite un uppercut au plexus qui l'a paralysé. Il s'est carrément assis dans son coin. Il n'y avait pas de tabouret, mais il s'est assis dans le coin et c'en était terminé. Yoka est en train de se développer comme vraiment un des en fait, il remplit les promesses qu'il avait posées en gagnant cette médaille d'or à Rio. Et il est en train, tu l'as dit, Canal+ veut en faire une vedette, veut en faire le visage de la boxe en France et donc il y a documentaires, reportages et cetera sur lui. Sa femme aussi est boxeuse, elle aussi est médaillée d'or olympique, Estelle Mosselli et elle se battait pas sur cette carte-là, mais souvent elle se bat sur les mêmes cartes, que lui et donc ça fait le pour les médias français, c'est vraiment du bonbon et même il y a encore beaucoup de c'est un petit peu comme avec les joueurs, du Canadien. Là, en France, quand il y a un Français qui a du succès, il est souvent
il y a ses admirateurs, mais il y a aussi beaucoup de gens qui le critiquent. C'est un peu le cas avec Yoka. Mais ses performances, ses dernières performances, moi, me convainquent beaucoup. Il y a juste une seule chose que je trouve qu'il n'a pas encore corrigée, c'est que souvent, il laisse, pas souvent, mais parfois, il laisse l'adversaire s'approcher sans le punir. Il fait juste lever les mains et il ne le tient pas à distance et il accepte que l'adversaire réduise la distance pour pouvoir le frapper. C'est le seul petit défaut que je vois qu'il n'a pas encore gommé, mais ça s'en vient. Heu, on voyait dans ses premiers combats qu'il avait un style plus amateur et il se, il se développe tranquillement vers un style professionnel. Il monte dans les classements et c'est un des meilleurs espoirs avec les Ergovic, Ajakba, Dubois. C'est à mon avis les jeunes qui montent. Je mets pas Joe Joyce là-dedans parce qu'à mon avis, il est déjà dans le mix des meilleurs. Et il est rendu à 35 ans, donc c'est plus vraiment un prospect. Mais il fait partie de cette nouvelle génération et surtout, il a la carrure, à 2 mètres, c'est quoi? 6 pieds 7, 245, 250 livres. Il a la carrure pour résister à des Joshua, à des Tyson Fury, à des Deontay Wilder. Au niveau de la longe, au niveau de la force physique, au niveau du gabarit, il a ce qu'il faut. Maintenant, il faut juste qu'il développe un petit peu plus ses habiletés pour arriver à ce niveau-là. Et finalement, dernier événement qu'on a surveillé, c'est un peu triste, hein? Evander Holyfield qui affrontait Vitor Ouais. Belfort. Il faut savoir que Holyfield a été appelé à la rescousse d'une certaine manière parce que Oscar de la Hoya a été déclaré positif à la COVID-19. Mais finalement, il semble que le combat va se faire, hein. C'est la fin novembre a été évoquée. Mais Holyfield est arrivé dans l'arène et je trouve intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit avant le combat, ça a vraiment aucun bon sens que ce combat-là se Ouais. produise, malgré le fait là, que souvent on se fait un peu avoir par les séquences vidéo. Ah, Holyfield a l'air en forme, mais c'est une chose d'avoir l'air en forme et frapper sur un sac de sable puis se retrouver dans le ring contre un adversaire qui est réel. Et déjà, on Mmh. voyait, hein, Holyfield, ses entrevues, pas toujours évident de comprendre ce qu'il dit. Ça avait fait la même chose. J'avais déjà, dans un événement à Montréal, rencontré, bon, Sugar Ray Leonard, hein, qui est un homme qui a du charisme sans bon sens, qui s'exprime avec une verve. Et il y avait Spinks, l'ancien champion, qui on Ouais. marmonnait, on comprenait rien. Et là, on voyait les ravages que peuvent faire les coups à la tête. Et dans le cas Mmh. d'Holyfield, c'est un peu ça qu'on sentait. Et ça a été une débandade totale. C'est vraiment un triste spectacle. C'est une vraie honte que la commission athlétique de la Floride ait accepté et validé ce combat-là et donné une licence à Holyfield qui, même s'il est en forme physique, qu'il est encore musclé, déjà il est ultra lent. Je sais pas si tu as vu la vidéo avec les pads, comment il paraissait très, très lent. Mais c'est ce dont tu parlais avant qui m'a surtout inquiété, c'est les entrevues. Et j'en ai vu notamment une en Grande-Bretagne avec The Mirror. Et c'était incompréhensible ce qu'il disait. Ça m'a rappelé l'entrevue l'extrait de l'entrevue que j'ai vu dure 1 minute 30 et ça m'a rappelé ce documentaire d'ESPN, sur c'est quoi? League of Denial, la ligue du déni, sur la NFL et les coups à la tête et où ils interviewaient des anciens joueurs qui justement avaient ce genre de difficulté de langage, qui qui bafouillent, qui cherchent leurs mots, qui perdent surtout le fil de leurs idées. C'est qu'ils commencent une phrase et quand il arrive au milieu, il ne sait plus où il s'en allait, donc ça devient incompréhensible. Ç Ça me rappelle vraiment ces interviews avec ces joueurs de la NFL qui, finalement, on a vu plus tard qu'ils avaient le CTE là, j'ai oublié en français, c'est, encéphalopathie traumatique chronique, donc c'est coups répétés à la tête et écoute, je suis pas médecin, je suis pas neurologue, mais j'ai l'impression que Holyfield, c'est déjà présent chez lui et la dernière chose dont il avait besoin, c'était de se faire passer un KO, par un puncher comme Belfort. Quand on avait vu ce combat entre Tyson et Roy Jones, c'était déjà un combat où ils avaient pas le droit de se mettre KO. Déjà, il y avait cette règle-là, on s'en était moqué un petit peu, mais ils comprenaient que c'était un combat exhibition. Alors que là et puis, Tyson a bien vieilli. Il a pas de problème de langage, il a pas de problème de, heu,
pas l'impression, en tout cas neurologiques ou quoi. Pareil pour Roy Jones, c'est des gars qui sont quand même bien conservés. Alors que là, on voit tous les dégâts qu'a subi, Holyfield et ça, c'est parce qu'il s'est battu jusqu'à 50 ans. C'est parce qu'il a jamais voulu arrêter sa carrière. Il est allé prendre des coups et des coups et des coups pendant toute sa quarantaine alors qu'il en avait pas «besoin» entre guillemets et Belfort lui, c'était clairement pas un combat exhibition pour lui. Il partait pour faire mal et c'est exactement ce qu'il a fait. Au moins ça a duré seulement un round. Ça a pas été un massacre de 8 rounds, mais c'était vraiment triste pour un gars qui s'en va au temple de la renommée, bah, qui déjà en fait, au temple de la renommée. Heu, c'est impensable qu'on l'ait mis dans une situation comme ça, se faire, ridiculiser de la sorte. Ça fait pas honneur, ça fait pas honneur à la boxe et j'espère qu'il va y avoir un jour une seule fédération qui chapeaute toutes les fédérations de chaque État aux États-Unis parce qu'il y a tellement de différences dans le sérieux entre un État et un autre. On dirait que c'est pas le même pays, quoi. Donc ça me dérange que ce genre de combat-là soit autorisé et si on veut voir un côté positif à ça, c'est que ça a dérangé beaucoup de monde. On n'est pas les seuls à s'indigner de cette situation et c'est peut-être ce qui va, faire sonner une cloche, allumer un petit peu une lumière chez les dirigeants de certaines commissions athlétiques. Peut-être que les gens veulent plus voir ce genre de cirque. Ils ont peut-être que c'était un passage, les gens trouvaient ça drôle, Tyson contre Roy Jones, d'autres boxeurs qui veulent sortir de leur retraite et cetera. Puis que là, ils se disent: «Ouais, finalement, c'est pas si cool que ça parce que c'est dangereux pour eux et ils sont pas tous dans la condition, physique pour remonter dans le ring». Peut-être qu'au moins ça va faire, changer les mentalités sur cet aspect-là, mais écoute, on connaît le monde de la boxe, parfois on espère puis on est déçu. Et en terminant, un petit mot très, très, très rapide sur, Pablo César Cano qui affrontait, Ouais. Danielito Zorrilla. Cano, ben, on le connaît, hein, on sait à qui on a affaire, un peu comme Adrian Granados. Il y a Ouais. permets-moi l'expression anglaise, mais il y a un blueprint, on sait exactement qu'est-ce qu'on va avoir. Zorrilla, je le connaissais pas beaucoup, là, j'ai regardé sa fiche, bon, des petits succès dans les rangs amateurs, mais rien d'extravagant, là. On parle pas de médaille aux Jeux Mmh. olympiques et une victoire par knockout au, 2e round. J'ai longtemps cherché à regarder la reprise, là, comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Ça semble vraiment être un coup à retardement, là, c'est C'est un coup au corps, ouais. C'est un crochet gauche au corps. Moi aussi, j'ai pris, au début, j'ai pas trop compris et en regardant plusieurs fois la séquence, c'est vraiment un retardement comme tu dis, c'est peut-être, 7-8 secondes avant, mais il y a ce crochet au corps, je sais pas si c'est au foie ou aux côtes flottantes, mais on voit tout de suite Canio, on le connaît, tu l'as dit, c'est un gars qui avance tout le temps, puis quand il encaisse ce crochet-là, il recule et ça, c'est toujours un signe qu'il y a quelque chose qui va pas et donc ensuite il prend un crochet, une droite au niveau de l'oreille, mais c'est vraiment ce coup au corps. Il essaye de résister, on le voit, il peut plus frapper, il peut plus se défendre. Il finit par mettre un genou au sol et il peut plus se relever. Ça l'a vraiment paralysé. C'est l'effet que font les coups au corps parfaitement placés. C'est que c'est pas une question de volonté, c'est ton corps qui ne répond plus et ça a été le cas avec Canio et c'est une victoire très, très impressionnante pour Zorrilla. Moi, je l'avais vu à son dernier combat où il m'avait impressionné déjà, c'est contre Madyiev. Alors, c'est pas un adversaire d'aussi bon niveau, mais Madyiev est un bon boxeur, solide physiquement. C'est un bon, une bonne mesure étalon et il m'avait impressionné et j'attendais de voir la suite. Mais là, contre Canio, de passer un KO à Canio au deuxième round, c'est vraiment quelque chose et bah, écoute, il veut être la nouvelle star, portoricaine. On sait que Porto Rico est un pays qui a produit de nombreux boxeurs de très haut niveau. Trinidad, Cotto, pour ne parler que de cela et Zorrilla veut être le prochain. Mais de ce que j'ai vu de ces 2 derniers combats, il a vraiment de belles habiletés. C'est un très bon technicien, une bonne force de frappe. C'est un boxeur qui va être à suivre parce que j'en avais jamais entendu parler avant ces 2 combats-là et maintenant je veux voir le prochain parce que c'est pas tout le monde qui est capable de passer à travers Canio de cette manière-là. bah, tout à fait, un boxeur, là, dont on va, évidemment, surveiller les exploits au cours des prochains mois.
Il y a de la boxe au Québec jeudi du côté du Ouais. centre Vidéotron. C'est organisé par Eye of the Tiger Management. Arslanbek Mamoudov qui affronte Erken Teper en finale. Mamoudov, lui, il va être de retour dans le ring 2 mois, jour pour jour, après avoir battu Pavel Sour en 37 secondes. Tout un Ouais, combat. Est-ce il que s'est le pas trop résultat va fatigué. être différent cette fois? Parce que je regarde, bon, Mmh. Tepper, je suis allé voir sa fiche, hein, a déjà fait la limite contre Robert Helenius. D'ailleurs, Helenius est partenaire d'entraînement de Deontay Wilder. On a vu des belles photos sur les réseaux Ouais. sociaux. Sinon, il a perdu contre Christian Hammer, Marius Wack. Mmh mh. Mais depuis Helenius, sa défaite a battu des boxeurs avec des fiches de 3 victoires, 28 défaites et une victoire, 2 défaites. Bon, Ouais, avant Helenius, ces 2 autres défaites, c'était quand même de la pas pire opposition. Tu sais, il a déjà battu des ouais, noms sérieux. Je pense à ouais, David Duhaupas, à Price. David Mmh Price. mh. Tepper, on va l'aimer, hein, il a eu des petits problèmes avec, l'antidopage. Tout petit. Hem, est-ce on le sait l'objectif là, Mamoudov va gagner là, c'est à 99. Mais ce qu'on veut, c'est des rounds plus que, par exemple, les 7 contre Jonathan Rice où, c'était davantage un marathon, là, où, Ouais. Mamoudov a couru, pour tenter de rattraper son adversaire. Est-ce que, dans le fond, l'objectif visé par, Mark Ramsey et Eye of the Tiger va être, rencontré, contre un boxeur comme Tapper? Je pense que oui, parce que même s'il a 39 ans, tes pairs, tu l'as dit, tu as nommé les noms des boxeurs qu'il a affrontés. Il a affronté des gars de qualité et c'est pas le genre de boxeur qui vient pour survivre. Il vient pour gagner, il a une bonne force de frappe. Je m'en souviens qu'il avait assommé David Price, bon, tu vas me dire, il y en a beaucoup qui l'ont assommé David Price, mais c'est un boxeur qui vient, avec un côté physique, il mesure 6 pieds 5. Donc c'est un gars qui est costaud, qui frappe fort, qui est capable d'encaisser. Je pense qu'il va donner des rounds à Makhmoudov. Il va pas le battre, mais il va donner des rounds, il va donner de l'expérience à Makhmoudov et c'est exactement ce qu'on recherche, du côté d'Eye of the Tiger. Je pense que c'est un bon choix d'adversaire à ce moment de sa carrière et Tepper est encore solide là. C'est pas un boxeur qui est comme, par exemple Samuel Peter qui était, complètement fini. Tepper, lui, il est encore en bonne forme, il donne encore des bonnes performances. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ça va être une réussite et que Makhmoudov va le battre, quand même de manière assez décisive, mais qu'il va devoir travailler pour le faire, je pense. Et après, je veux juste revenir sur ce que tu avais dit sur le dopage de Tepper. C'était après justement ce combat contre David Price où il lui avait passé un terrible KO. Et ça met encore en lumière, on en a parlé tout à l'heure avec Valdez, mais ça met encore en lumière les difficultés des fédérations avec le dopage. C'est que, Tepper, il avait échoué à un test antidopage avant le combat. Le test positif a été caché par la fédération allemande. Il a fallu une enquête journalistique de plusieurs mois, ça a pris 5 ou 6 mois avant que finalement ça soit dévoilé, que sous la pression, la fédération allemande, lui enlève sa victoire si tu veux, mais c'était un combat pour la ceinture européenne et l'EBU, la fédération européenne, a dit, «Bon, ben, on lui enlève la ceinture, mais on ne change pas le résultat». Donc sur sa fiche, il a toujours ce KO, cette victoire par KO et pendant l'enquête, on a appris que 2 ans auparavant, pour un autre combat pour la ceinture européenne, il avait là aussi échoué à un test antidopage et ça avait été balayé sous le tapis, personne n'en avait parlé. Aussi, la police a fait une descente chez lui et a trouvé une grande variété de produits dopants en sa possession, donc voilà, ça vous montre un peu le personnage et bizarrement, c'est après ce test, ces révélations et ce test antidopage qui a fait en sorte qu'il a perdu sa ceinture européenne. Bizarrement, c'est là qu'il a subi ses 2 premières défaites en carrière, donc on se demande bien pourquoi. Tout est dans tout, comme, Et on oui, dit si bien. C'était une carte, Adrien, à l'origine, là, on promettait, je pense 9 combats, mais bon, la situation étant ce qu'elle est, ouais, les combats étaient annulés les uns après les autres. Je pense notamment à Steven Butler, Leila Baudouin et bon, les 2 affiches, les plus «intéressantes» entre guillemets, là, celles où, les boxeurs qui sont rendus à des points un peu plus névralgiques de leur progression.
Ben, Christian Mbili va avoir son combat. Il va affronter finalement l'Espagnol Ronnie Landeta. À l'origine, va affronter l'Américain Nick Branson, qui lui serait un premier combat depuis mai 2019. Son précédent Mmh. remontait à juin 2017. Un mal pour un bien, peut-être d'une certaine manière. Il y a un titre qui est à l'enjeu, c'est la ceinture continentale des Amériques du WBC des poids super moyens, oui. Cet Espagnol-là, ben, on l'a déjà vu contre Robin Krasniqi. Mmh. Euh, je te dirais un peu comme dans le cas de Mamoudov, là, d'une certaine manière, tu sais, je demeure à être convaincu là, pour un combat compétitif. Euh, mais Ouais. on connaît la chanson, hein. Dans le cas d'Mbili, on a accordé plusieurs entrevues. Ben, il faut qu'il demeure actif, puis il faut qu'il mette la main sur des ceintures de champion. Puis il faut qu'il mette ensuite, ben, ça va lui permettre de progresser dans les classements. C'est pas évident, semble-t-il, de lui trouver des adversaires, là. Notamment un combat contre Hassan Ndam qui aurait été présenté au stade Ouais. ben, à Roland-Garros. Là, je sais pas sur quel court, Ouais. là, mais ça aurait été présenté dans le complexe. Bon, ça a chopé parce qu'on ne s'entendait pas financièrement. Mais voilà, Mbili, on a beaucoup d'espoir en lui, mais on est rendu à un point, là, c'est ça, un peu critique, là. Il va falloir allonger les billets si on veut vraiment attirer des adversaires de prestige. Exact. Là, Landeta, c'est un adversaire qui est largement à sa portée, qui devrait le battre de manière décisive, je pense. Et Mbili est rendu, autre part dans sa carrière, mais cela dit, il faut qu'il reste actif. Il faut qu'il continue à monter dans les classements parce que c'est ça le problème, c'est qu'il y a une difficulté pour lui amener des adversaires parce que c'est un risque énorme. On connaît la puissance, la force physique d'Embili, on connaît ses capacités. Et donc pour un adversaire, s'il n'y a pas de ceinture en jeu, s'il n'y a pas une grosse bourse en jeu, s'il n'y a pas toutes ces choses-là, eh ben, ça va être compliqué d'amener un adversaire de qualité pour Mbili. Donc en fait, il faut qu'il monte les classements pour s'imposer en tant qu'aspirant obligatoire ou comme pour proposer une place intéressante, si tu veux, à un boxeur qui irait l'affronter et qui, en cas de victoire, pourrait prendre sa place dans les classements. Mais sans ça, Mbili aura du mal à avoir des adversaires de bonne qualité en face de lui. Ça aurait été bien qu'il ait Hassan N'Dam, N'Jikam, l'ancien champion. Ça aurait été sur la carte de Tony Yoka contre Peter Milas, c'était à Roland-Garros. Donc ça aurait été en plus dans un environnement, où il y a énormément d'attention médiatique. Ça aurait été très, très bien pour lui. Malheureusement, ça s'est pas fait. Mais bon, ces combats continuent à être, bien suivis en France, même quand c'est des combats aux États-Unis. On le suit beaucoup ici, donc ça il a un double, il a deux maisons si tu veux pour avoir des partisans derrière lui. Mais il est rendu à une autre étape qu'un gars comme, Landeta, il est rendu plus haut que ça. C'est juste la difficulté à lui trouver des adversaires, à convaincre ses adversaires de venir se battre ici qui fait en sorte qu'il est pris avec un «pris» entre guillemets avec un adversaire comme ça. Mais au niveau des qualités, au niveau de ce qu'il a montré déjà dans le ring, il est rendu au niveau supérieur, à l'étape supérieure. Donc, c'est juste une question de temps avant qu'il s'y rende qu'on en soit là. Mais en attendant, il faut qu'il continue à se battre, il faut qu'il continue à rester actif parce que après une pandémie comme ça où tu as eu du mal à s'entraîner, où tu as eu du mal à avoir des combats, il faut absolument remettre le train en marche et le garder lancé si tu veux. Et information intéressante publiée par le journaliste Steve Turcotte du Nouvelliste qui bon, a écrit un article sur Michael Zuski. On rêve d'un événement de grande envergure à Trois-Rivières, là, dans le nouvel amphithéâtre qui a été construit. Et on apprend dans cet article que Simon Keane est à la recherche également d'un adversaire. On évoque un possible affrontement avec Oscar Rivas. Hein, c'est ponctuellement, ça Ouais. revient dans l'actualité. Et l'information que j'avais envie de partager avec tout le monde qui n'avait pas déjà lu l'article, c'est qu'on nous dit qu'il y a eu des tentatives pour un combat entre Simon Keane et Otto Wallin. Et le nom de Wallin est revenu à l'actualité parce qu'il va affronter Dillian White. Et ça revient un peu à ce qu'on disait au cours de nos précédents épisodes, à quel point c'est difficile pour les promoteurs indépendants, là, si je peux m'exprimer ainsi, donc que ce soit pas Top Rank, ou dans le cas de Wallin, ben, c'est Matchroom qui a dans le fond allongé la liasse de billets pour qu'il affronte Dillian White. Donc, comment compétitionner contre un promoteur de l'ampleur de Matchroom qui est associé à une plateforme de diffusion importante, DAZN,
Ça montre à quel point, tu sais, c'est compliqué, là, de faire sa place. Puis, tu sais, c'est un combat qui est intéressant parce que Simon Kane a encore un certain potentiel, là, malgré Mmh. les écueils, qu'il y a eu en cours de route. Mais ça reste un poids lourd. Il y a un potentiel commercial, assurément, puis c'est tant sur la scène locale qu'internationale. Mais ça prouve encore une fois que c'est difficile pour un promoteur là, qui joue pas dans ces hautes sphères-là de pouvoir tenter de rivaliser. Là, tu sais, c'est un exemple tout à fait anodin, Otto Wallin, mais tu sais, on se doute bien qu'il y en a d'autres. Mmh. Et c'est exactement ça le problème, surtout après une pandémie comme ça où tu as pas les arénas forcément pleines. C'est difficile d'avoir des bourses, aussi intéressantes pour les boxeurs qui viennent de l'extérieur. Tu as pas forcément la diffusion qui va avec. Si tu as un combat qui est fait ici et ben, il va pas forcément être diffusé aux États-Unis ou en Angleterre et cetera. Donc tout ça, ça joue dans la décision d'un boxeur de choisir, d'accepter ou pas l'offre d'un promoteur, d'un plus petit promoteur, on va dire. Et c'est pas uniquement au Québec, là. Pareil, les promoteurs en France ont parfois du mal à trouver des adversaires, heu, qui jugent intéressants pour leurs boxeurs. Et même parfois aux États-Unis, on parlait, Lou DiBella a parfois du mal à trouver des adversaires à ses boxeurs, alors que c'est un promoteur qui est connu, qui a beaucoup de contacts dans le milieu, et malgré tout, il peut lui aussi avoir de la misère. Donc c'est un peu le monde de l'entreprise. Là, tu as des multinationales et tu as des PME. Ben, les PME, ils ont beaucoup de mal à à avoir des adversaires de même niveau que les multinationales. Donc c'est ce qui est dommage pour le développement des boxeurs qui sont sous contrat avec ces entreprises-là. Mais je pense que ça va débloquer et que, comme je disais avec Mbili, le fait de monter dans les classements, ça te donne quelque chose à offrir à un adversaire. Ça te donne une position à offrir à l'adversaire, s'il y a des ceintures en jeu aussi. Donc c'est de placer ses pions au fur et à mesure, mais c'est tellement long et c'est tellement, compliqué parfois que ça peut être désespérant pour un promoteur d'essayer et finalement tu te dis: «Bon, bah, j'ai essayé avec tel nom, je me retrouve avec lui qui est nettement moins intéressant». Ça peut décourager un peu, mais bon, écoute, c'est ça le monde de la boxe, on va pas le changer d'un claquement de doigts. Mais c'est pour ça qu'il faut être, indulgent parfois quand on voit les cartes et qu'on se dit: «Ah bah, c'est peut-être pas l'adversaire qu'on voulait» ou «C'est peut-être pas c'est pas un combat qu'on juge intéressant». Bah, peut-être que le combat qu'ils voulaient mettre en place, il était beaucoup plus intéressant, mais que ça a chopé pour des raisons comme ça, que ce soit, financier ou technique ou peu importe. C'est pas tout le temps le choix numéro un qui se retrouve, sur le ring, en face de ton boxeur. Une autre affiche, mais toute une, hein, sur la scène internationale, au cours des 2 Oui. prochaines semaines. Anthony Joshua qui affronte Alexander Usyk, c'est ce samedi à compter de 13 heures sur DAZN. C'est une deuxième défense des titres WBA, IBF et WBO des poids lourds de Joshua. On se rappelle qu'il avait perdu ses ceintures à Andy Ruiz en juin 2019 avant de les regagner au mois de décembre de la même année. Usyk, lui, c'est quand même un petit bout de temps, hein, qui est aspirant obligatoire à la WBO. Mmh. Connaît, hein, a remporté la Super Série mondiale de boxe, ex-champion unifié des poids lourds légers. Là, on sent que c'est une occasion pour Usyk de passer à la caisse, d'affronter un boxeur là, qui attire beaucoup d'attention comme Anthony Joshua. D'ailleurs, le combat va être présenté au stade de Tottenham, l'équipe Ouais. de la Premier League. Mais on voit davantage Usyk chez les super lourds légers, la nouvelle catégorie de poids là, qui a été instaurée par le WBC. On se rappelle, Mmh. Oscar Rivas va affronter Brian Jennings pour la première ceinture de l'histoire de cette catégorie. Mais d'un autre côté, Usyk ont beaucoup de qualités techniques. Est-ce que c'est un combat bon, évidemment, il y a des chances de l'emporter, mais est-ce que tu crois qu'il y a vraiment une possibilité qu'il devienne le nouveau champion unifié des poids lourds? Ça m'étonnerait quand même, malgré toutes ces qualités, la différence physique est énorme. Il y a 3 pouces, au niveau de la taille, il y a 4 pouces au niveau de la portée et surtout, il y a 20-25 livres d'écart, entre les 2. Et Joshua a baissé un peu son poids après le premier combat contre Ruiz. Il est descendu à 2,40-2,45 à peu près.
Mais Usyk, lui, il fait aussi le pèse-personne à 215, donc c'est un petit poids lourd. D'ailleurs, la limite des super lourds légers, c'est 220 si je me trompe pas, right? Donc il ferait 224, 224. Donc tu vois, 224, 225 là. il rentre largement là-dedans. Il a même, il a même, de la marge pour, en dessous de cette limite, donc c'est vraiment un petit poids lourd et malgré toutes ses qualités, je pense qu'il va avoir du mal à compenser cette grosse différence physique. Après, il est tellement mobile, il a des angles d'attaque tellement inhabituels que ça pourrait surprendre, Joshua. Mais je pense que sur le long terme, il a pas forcément Joshua n'a pas la meilleure mâchoire, mais Usyk est pas non plus un énorme cogneur, surtout chez les poids lourds. Donc je pense pas qu'il soit capable de faire mal, de faire vaciller Joshua. Il va falloir qu'il ait le dessus techniquement pendant beaucoup, beaucoup de rounds et à mon avis, il va baisser le pied physiquement parce que c'est ce qu'on disait déjà contre, Chisora. Ça a pas été tant le cas que ça contre Chisora, mais là, Joshua va être capable d'utiliser sa plus longue portée, de le tenir à distance et de le peser sur lui avec ce jab qui est lourd et ensuite, dès qu'il y a un accrochage, de faire parler son physique pour épuiser Usyk et je pense que c'est comme ça qu'il va en venir à bout et d'ailleurs, on peut voir ça sous 2 angles différents. On peut voir que Usyk, a profité de ses 2 premières victoires chez les lourds et de ses succès, précédents chez les lourds légers pour, obtenir un combat de championnat et comme tu dis, passer à la caisse. Mais on peut aussi voir ça sous un autre angle et dire que c'est Joshua qui essaye de profiter du fait qu'il vient d'arriver chez les poids lourds, qu'il n'a pas encore apprivoisé, cette nouvelle catégorie, ce poids supplémentaire, sur sa charpente pour, pour le prendre maintenant qu'il est plus prenable que plus tard où il sera plus habitué à cette catégorie. Mais c'est un combat quand même qui m'intrigue parce que j'ai hâte de voir à quel point est-ce que ça va le style de Usyk va déranger, Joshua. C'est certain que ça va le déranger, mais à quel point, je suis pas sûr. Et écoute, c'est de la boxe. Il y a toujours possibilité que Joshua soit pas capable de suivre le jeu de pied d'Usyk et qu'il se fasse mener en bateau pendant 7-8 rounds et qu'ensuite il ait pas assez de temps pour revenir sur la carte des juges. Mais j'ai quand même du mal à m'imaginer une victoire d'Usyk, juste à cause de c'est pas une question de qualité de boxeur, c'est vraiment une question de physique. Ils sont pas Tu les vois côte à côte, puis ils sont pas dans la même catégorie. C'est aussi simple que ça. C'est un peu comme, son partenaire à Usyk, Lomachenko. Quand on le voit, boxer à 140 et qu'on voit les gars en face de lui, ben, on se dit: «OK, ils ont pas du tout le même gabarit». Il faut qu'ils soient vraiment très, très bons pour pouvoir compenser cette différence de gabarit et là, le problème, comme avec Lopez pour Lomachenko, c'est que Joshua est un excellent boxeur en face et donc que ça va être beaucoup plus difficile de compenser cette différence de carrure. Donc c'est un combat que j'attends, mais je pense que Joshua va l'emporter selon toute logique, il devrait l'emporter. Et tout juste avant qu'on entre en ondes, on voyait sur les réseaux sociaux, Joshua là, qui a annoncé le prolongement de son entente avec, Eddie Hearn et Matchroom Boxing et je lisais là des commentaires des divers, spécialistes britanniques et on sent déjà qu'on prépare tranquillement mais sûrement la porte de sortie. Joshua a très bien monnayé sa réussite olympique Ouais, aux Jeux de Londres en 2012 et on a l'impression que c'est quelqu'un qui est à ses affaires et qui ne va pas non plus, étirer la sauce, trop longtemps. S ouais. A gagné ce qu'il avait à gagner. Ça s'inscrit dans l'ordre logique des choses et on se demandait, Adrien, est-ce qu'on, parle immédiatement du combat entre Teofimo Lopez et George Kambosos fils? Eh bien, la promotion Trailer nous a peut-être aidé dans notre choix de ne pas en parler immédiatement parce que pour la 5e fois, le combat serait possiblement reporté et au lieu du 4 octobre, ce serait finalement le 16 et on changerait d'endroit. Ce ne serait plus le théâtre du Madison Square Garden, mais le Barclays Center à Brooklyn. C'est particulier parce que, Ouais. il y avait eu un différend entre, Teofimo Lopez, on parlait de Lomachenko, hein, ça aurait été c'est une défense obligatoire, 1re fois qu'il se bat depuis le 17 octobre 2020
Mais financièrement, là, Lopez, j'ai l'impression, pense d'une certaine manière qu'il est arrivé. Bob Arum a dit, ben, un petit peu, et là, ça s'est rendu à la mise aux enchères, et Trailer, qui est sorti de nulle part pour offrir 6 millions de dollars pour gagner l'enchère, a largement devancé Matchroom et Top Rank. Donc, qu'est-ce qui va en être? Est-ce qu'on est finalement, on a des difficultés à attacher financièrement toute cette opération? Ça se peut fort bien. En tout cas, c'est compliqué. Lopez qui a Ouais. contracté la COVID-19. Et voilà. Et également Joe Smith qui était censé se battre le 30 octobre prochain, mais son combat est repoussé à cause de la COVID. Il a contracté le coronavirus, et son promoteur disait il se repose à la maison, mais c'est pas Jojo. On a vu, hein, Oscar de la Hoya, Ouais. malgré le fait qu'il semblait en forme, les photos à l'hôpital non plus, ça n'avait pas l'air Jojo par moment. Donc, Ouais. c'est une problématique, hein, qui a été soulevée, à quel point dans le monde de la boxe, plusieurs athlètes là, qui refusent le vaccin, ben, une des conséquences, ben, c'est qu'on on la voit, c'est immédiat. Là, ça a des conséquences assez nettes. Et il va falloir s'y habituer parce que dans une préparation de 2-3 mois, tu as le temps de contracter la covid et que le combat soit annulé. Donc on va en avoir, encore, plusieurs des combats comme ça et des combats annulés dans ce genre-là. Et dans le cas de Lopez, Kambosos, il y a un petit indice qui montrait qu'il y avait un problème, c'est que les billets étaient toujours pas mis en vente. Le combat était censé être dans moins de 2 semaines et les billets étaient pas en vente, c'était pas possible d'acheter une place, donc il y avait anguille sous roche. Là, on sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait et on a compris pourquoi. Ben, on disait que possiblement on voulait réinventer le monde de la, il y a des limites à vouloir réinventer. Ouais, En mettant les billets en vente à la dernière minute, mais bon, on sait qu'il y a tout je dirais un volet musical là, qui est attaché à aux événements organisés par Trailer, comme on a pu voir là, avec Roy Jones, ou encore le combat entre Roy Jones et Mike Tyson. Mais bon, on va voir, on risque d'avoir des développements au cours des prochaines semaines. Mais Adrien, c'est ce qui fait le tour de l'actualité pour cette semaine. Comme d'habitude, hein, je vous invite à visiter le rds.ca/balado diffusion, ou encore iHeart Radio pour découvrir là, tous les contenus qui vous sont proposés par RDS. Au nom d'Olivier Côté à la mise en onde, Luc Danseau à la production et Adrien Meur, ici Francis Paquin qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à bientôt. ciao.